Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 28 mars 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Danseau. Hello, Luc. Salut, Martin. What up? Ben. Du haut du nid des Alouettes? Oh non, pas encore ça. Pour le. Ben, écoute, what up? C'est le match le plus important de la saison pour le Canadien. C'est ça. Tout le monde est. Je suis pas d'accord. Tout le monde est fébrile. Je suis pas d'accord. Pas d'accord? Pas d'accord. Bon, ben, Ouais, c'est un sapristi de bon match. Il va y avoir au-dessus d'un million de codes d'écoute à RDS. Mais pas d'accord. Le Canadien perd ce match-là. Ils sont à égalité avec les Blue Jackets? Oui. Non, je sais. Je le sais, mais tu sais, dans la mesure où est-ce que le Canadien affronte ça fait quoi, une semaine ou deux qu'on en parle, 4 grosses équipes là, pour la fin de la saison. Là. Winnipeg, Tampa, Washington et Toronto. Ben, c'est ça. Fait que c'est un match important. On va dire ça comme ça. Ils le seront tous d'ici la fin. Oui. Mais je veux juste, tu sais, comme prévenir avant de guérir, on ne s'ouvre pas les veines si le Canadien perd ce soir. Perd 8-1 peut-être. Non. Ça, il n'y a aucun doute. Défaite, c'est défaite, ils vont dire. 2 points, c'est 2 points. Puis... Je dis ça, Martin, parce que, tu sais, sur nos pages, déjà, avant le début de l'émission, puis présentement, là, Jonathan a dit « Je suis presque aussi autant fébrile ce matin que si le Canadien commençait les séries ce soir. » Donc, c'est l'importance de ce match-là pour les auditeurs. OK. Dominique, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi fébrile pour un match canadien. Okay. C'est l'état d'esprit. On va dire ça comme ça. Les journalistes viennent d'entrer dans le vestiaire du Canadien de Montréal. Par la suite, il y aura Claude Julien qui sera en entrevue. Donc, on va y rejoindre tout de suite Marc Denis. Salut, Marc. Salut, monsieur. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Ouais, tu viens de le dire. Les journalistes viennent de rentrer dans le vestiaire. Puis, quand Claude Julien va s'apprêter à parler, je vais devoir vous laisser. Mais j'ai été témoin des 2 séances d'entraînement. Point de presse de John Tortorella ce matin. J'ai vu l'entraînement du Canadien par la suite et on est prêt. Écoute, il y a une bonne couverture médiatique aussi. Il y a beaucoup plus de représentants des médias de Montréal qui ont fait le voyage également. Alors, je pense que la table est mise là, pour ce match. OK, raconte-moi tout d'abord, là, visiblement, parce qu'on est intéressé par ce qui se passe avec le Canadien. Qu'est-ce que tu as vu à l'entraînement? Je te laisse nous donner le scoop. Qui remplace Paul Byron? Ouais, ben, écoute, c'est drôle parce que sur lors des premières répétitions, on a vu exactement la même chose qui s'était passé lors de la dernière rencontre quand Byron a quitté. C'est Lekkonen qui était avec Thompson et Wheel, mais finalement, pour avoir 12 attaquants, c'est Nicolas Deslauriers qui a pris les rotations. Alors, pour l'instant, et jusqu'à une confirmation, ça serait Nicolas Deslauriers qui rentrerait donc dans la formation. On n'a pas vu... Pekka, Weiss ou Hudon prendre des rotations. Il y a Mike Riley qui le faisait, lui, à la défense. Je ne penserais pas qu'on va aller à 11 attaquants et 7 défenseurs. Donc, ce qui veut dire que, parce qu'on a vu ce matin, ce serait Nicolas Deslauriers, mais on va attendre la confirmation. OK. Moi, c'était mon choix hier. Gaston avait Pekka. Es-tu correct avec Deslauriers dans la formation? Moi, je n'avais pas vraiment de problème avec aucun des choix. Honnêtement, ce que j'attendais de voir, moi, c'est comment est-ce qu'on allait jouer. Puis moi, ce qui m'intrigue, en tout cas, moi, personnellement, je ne serais pas surpris que ce soit Lekkonen qui est double d'emploi, un peu comme dans le dernier match, parce qu'on veut vraiment... D'après moi, il va y avoir une grosse confrontation. Là. Il y a deux gros trios maintenant. On est allé chercher une ligne au complet à peu près chez les Blue Jackets à la date des transactions. Puis la confrontation qu'on va vouloir, évidemment, Philippe Danault va recevoir un de ces rôles-là. Probablement, idéalement, contre le trio du Dubois, Panarin, Atkinson, mais contre le trio de Dzingel, Duchesne et Anderson, on va peut-être vouloir envoyer Thompson. Et c'est là où on va peut-être pouvoir le flanquer de Lekkonen et Wheel pour avoir des joueurs responsables et des joueurs qui sont rapides. Alors, j'ai l'impression qu'on va saupoudrer un peu de temps de glace si c'est Nicolas Deslauriers qui est inséré là. Moi, c'est plus ça que j'ai hâte de voir que qui sera le 12e attaquant proprement dit. Le match-up, le Canadien n'a pas le dernier changement. Ça ne doit pas être facile, Marc, surtout que tu veux jouer tes meilleurs contre 2 trios et non pas juste un. Là. Tu veux bloquer le trio de Dubois et tu veux bloquer celui de Duchesne. C'est pas facile, sauf que ça facilite les choses normalement, au moins pour l'entraîneur-défenseur, pour Luke Richardson, parce que si Tortorella, qui n'est pas vraiment du genre, en passant, à faire des confrontations proprement dites, okay. Quand tu vas le voir, quelle est la confrontation choisie, si elle n'est pas à ton avantage ou à ton goût, tu peux au moins avoir tes défenseurs. Alors, tu veux t'assurer d'avoir soit Weber, soit Petrie sur la glace en tout temps contre ces 2 trios-là. Ça ne devrait pas être trop compliqué à faire parce que dans un match comme ce soir, ces 2-là vont jouer 50 minutes sur le flanc droit.
Oui, non, OK, j'aime ça. Puis j'aime le fait que tu me dis c'est pas trop dans l'ADN de Tortorella, sauf que c'est ce qui est dans l'ADN de Tortorella, on l'a vu dans les derniers matchs, que ce soit Anderson, Boone Jenner, Dubinsky, Foligno. On a mis nos bottes de travail du côté des Blue Jackets et on bouscule l'adversaire. Oh, ouais, on travaille. Puis ce matin, il a salué le travail justement du quatrième trio de Nick Foligno en compagnie de Riley Nash et de Brandon Dubinsky. Il a même dit que ce trio-là avait permis aux Blue Jackets de l'emporter contre les Islanders parce que ce trio-là, on le sait, le quatrième trio des Islanders, on a parlé amplement, et que le quatrième trio nouvellement formé des Blue Jackets a été en mesure de le faire. Nick Foligno est très important dans cette organisation-là. C'est un leader. Il n'était pas là sur le voyage dans l'Ouest canadien pour des raisons personnelles, avec des problèmes de santé. Alors, il a préféré rester auprès de lui. Et c'est un véritable leader, Nick Foligno, dans cette organisation-là. C'est une voix qui est très pesante et qui est importante quand tu as un entraîneur comme John Tortorella aussi à la part de ça. OK. Juste à ça, je dis à Luc tantôt, là, c'est un très gros match. Il y aura certainement plus d'1 million de codes d'écoute à RDS aujourd'hui. Les gens nous en parlent et nous écrivent comme quoi qu'ils sont aussi fébriles que pour un match de séries éliminatoires. Moi, j'ai dit, attends une seconde. Le Canadien peut perdre ce match-là, puis c'est pas grave, c'est pas fini. Ils sont pas éliminés. Là. Ils sont à égalité avec les Blue Jackets et ça continue. Oui, ça continue, sauf que là, tu te compliques la tâche. Tu te compliques la tâche. Pour moi, c'est cette confrontation-là que tu gagnes. Puis, si tu l'échappes à Winnipeg, c'est moins grave parce que là, tu cours après cette équipe-là pour le bris d'égalité. T'es 2 points en avant, mais t'es véritablement... à 2 points, on s'entend à l'égalité, c'est les Blue Jackets qui sont en avant à cause du bris d'égalité. Alors, moi, je pense que tu vas aller chercher cette victoire-là. Oui, je t'entends. OK. Andrew Shaw jouera son 500e match ce soir. Il est le candidat pour le trophée Bill Masterton. Parle-moi d'Andrew Shaw, parle-moi du trophée Bill Masterton. Dans un vestiaire, c'est les joueurs qui, je me trompe pas, là, qui déterminent qui mérite cet honneur-là pour les représenter. C'est-tu quelque chose que les joueurs prenaient à cœur? C'est-tu quelque chose qui a une signification? Comment ça fonctionne? Moi, je pensais que c'était l'association des médias à l'écrit. Là. Je pensais que c'était eux autres de chaque chapitre. Tu as peut-être raison. Si je ne m'abuse. Mais écoute, c'est un gars qui fait exemple de détermination, de persévérance, souvent un retour qui n'a pas été attendu. Dans le cas d'Andrew Shaw, il connaît sa meilleure saison. Moi, j'aime ce qu'il apporte. On a parlé en avance de papier Sardi, mais on s'est rendu compte que dans un système où la rapidité est mise à l'avant, il est capable de se débrouiller, puis il rend les bons joueurs meilleurs. Alors, c'est un gars de top 9. On s'est souvent posé la question, est-ce qu'il devrait jouer sa 4e année avant qu'il reprenne son air d'aller? Rappelez-vous, il revenait de quelques blessures. Puis, on s'est rendu compte que c'est un vrai top 9. Il rend les meilleurs joueurs encore meilleurs de par son style de jeu. Alors, puis, tu sais quoi, dans un vestiaire, c'est important parce que oui, c'est un leader à sa façon, mais c'est surtout un gars qui garde ça lousse. C'est un gars qui se prend pas au sérieux, nécessairement, qui va faire des jokes, puis ça, tu as besoin de ça dans un vestiaire. Comme tu as besoin des gars qui vont être plus sérieux et à leur affaire, tu as besoin d'un gars qui fait une farce une fois de temps en temps aussi pour garder l'atmosphère détendue un peu. Absolument. Puis c'est lui qui avait sorti public en disant on doit tous en donner plus. C'est lui qui avait... Oui, après le match à Long Island, à ça. Oui, puis le Canadien jouait pas bien, puis il avait raison. Et puis même moi, là, en ondes, j'étais là, ben c'est fini. Le Canadien n'est plus capable de jouer comme il le faisait auparavant. Puis surprise, c'était contre, je me souviens pas qui, qu'on les a vus réapparaître. Puis c'était pas longtemps après les commentaires d'Andrew Shaw. Oui, exact. Ben, tu sais, c'est la raison aussi pour laquelle on a fait son acquisition. C'est pour des moments comme ça. Oui. Alors, ça se quantifie pas en termes de points, tu sais. Exact, beaucoup plus. Alors, écoute, les médias semblent se diriger vers moi, là, vers le coin où Claude Julien va parler. Fait qu'on a peut-être une autre temps pour une autre question. OK. À quoi tu t'attends comme match ce soir? Est-ce que ce sera un match qui se déroulera sous l'énergie à cause de l'ambiance qu'il y aura autour de ce match-là, des mises en échec percutantes au début, où on va essayer d'installer le jeu au terme de vitesse, comme le Canadien a fait contre ses derniers adversaires là, quand ils ont essayé de sortir dès le début du match les Panthers de la Floride? Le Canadien n'a pas le choix de faire ça, puis les Blue Jackets n'ont pas le choix de faire ce que tu as dit non plus. Je pense que tu as mis le doigt dessus. Les Blue Jackets doivent distribuer des coups d'épaule, installer leur jeu physique et les duels à 1 contre 1 là où ils sont bons, et jouer de façon défensive qui ressemble beaucoup plus à la façon dont ils ont récolté 2 jeux blancs de suite. Le Canadien doit installer sa vitesse. Fait que tu as pas mal mis le doigt dessus, puis je m'attends à un match qui va être serré. T'sais. Ça va ressembler à un match de 3-2 ou de 2-1. Oui, tu as raison, on risque d'avoir des pointes à 1 million. Les gens vont être intéressés, puis les joueurs des deux côtés connaissent l'enjeu. Ce que tu veux pas dans un match comme ça, c'est que tu veux pas être étouffé par la pression. Tu veux être en mesure quand même de laisser parler
tes forces et ton talent. Claude n'est toujours pas là, fait que je pousse la prochaine. Bobrovski, avais-tu l'air en top santé à l'entraînement? Parce que là, on a un affrontement au sommet entre deux excellents gardiens, Bobrovski et Price. Oui, ben c'est ça. Écoute, c'est pas compliqué, là. Les deux dernières questions que tu viens de me poser, c'est exactement notre segment d'ouverture à Pierre et moi ce soir. C'est la confrontation entre les deux gardiens puis le style de jeu des deux équipes. Fait que, tu sais, t'as mis le doigt dessus. Tortorella a fait allusion aux deux formations qui pouvaient se ressembler, puis a fait allusion aux deux gardiens de but de classe mondiale, deux gardiens de but élite. Ils sont en parfaite possession de leurs moyens. Bobrovski qui vient jouer 2 matchs excellents, surtout le dernier contre les Islanders. 2 jeux blancs. Puis, ouais, ben c'est ça. Les joueurs importants se lèvent quand c'est le temps. On sait que Price le fait chez les Canadiens et Bobrovski le fait chez les Blue Jackets, alors que les autres là, allaient nulle part. Ils jouaient pour 500 là, avec une date des limites des transactions qui était très mouvementée pour eux autres. Exact. OK, je te laisse aller. Là, Claude Julien s'en vient. On va présenter le point de presse, nous autres aussi. Est-ce que tu es entre les bancs? Non, pas entre les bancs ce soir. C'est mon ancien coéquipier et très bon ami, Jody Shelley, qui sera là. Moi, je vais être en haut à côté de Pierre. Et je rappelle aux gens que Hockey 360 commence à 18h ce soir. Puis moi, je serai là dès 18h05. Fait que 18h05, 18h30 et 18h55, juste avant le match. On vous parle en direct de Columbus. Parfait, on te regarde, mon chum, on te laisse aller à Claude Julien. Nous aussi, on va le regarder. Super, parfait. Écoute, tout le monde est pas mal là. Il devrait être ici dans la prochaine minute. All right, attention à toi. C'est beau, salut. Merci. Bye bye. Salut, bon match. C'était Marc Denis là, qui nous donne les derniers éléments là, qui est en direct de Columbus. Puis on va le faire. Ça. Puis d'ailleurs, là, pendant qu'on va faire jouer Claude Julien, là, puis ça va être live, là, écrivez-nous. Aimez-vous ça quand on fait une petite interruption dans le show de même pour aller prendre un point de presse qu'on juge intéressant? Tu sais, quand Claude a parlé depuis 3 jours puis il n'y a pas eu de match, on n'ira pas. Mais comme pour un match ce soir, là, aimez-vous ça quand on va directement au point de presse? Vous aimeriez mieux qu'on reste sur le podcast? Je vous l'ai dit 1000 fois, on fait ce show-là pour vous autres. Votre opinion est importante. Votre opinion est importante pendant le show parce que ça alimente les questions avec nos intervenants, mais également le contenu du show. On vous pose la question, on veut savoir si vous autres vous aimez ça. Moi, je pense que c'est pertinent. Comme je vous ai dit, on va le faire quand c'est des moments comme ça. Quand ça fait 3 jours que le Canadien n'a pas joué puis que Claude répète les mêmes affaires, on n'ira pas. On va rester entre nous autres puis on va jaser, on va avoir du fun. Mais pendant le point de presse de Claude, dites-nous voir si vous appréciez quand on fait des petites escapades comme ça à l'extérieur du show pour vous présenter des points de presse en live. Oui, c'est intéressant parce que Marc est là de toute façon là, à Columbus. Donc, lui-même assiste au point de presse. On y va avec Claude Julien tout de suite. Oui, je pense que c'était une opportunité pour notre équipe de démontrer qu'on est prêt à jouer des gros matchs. Puis, c'est d'apporter, disons, ton meilleur effort. C'est tout ce qu'on peut demander aux joueurs, là. Puis, tu sais, dernièrement, ça fonctionne bien pour nous. On a du plaisir à jouer. Puis, c'est ce qui nous a aidés en bout de ligne, c'est de continuer sur cette même voie. Il y a le côté business que vous avez à accomplir, autant les entraîneurs que les joueurs dans des matchs comme ça, Claude, mais il y a un petit côté aussi émotion, plaisir qui doit rester probablement pour bien jouer dans des matchs comme ça. Oui, je pense que c'est ça que je viens de dire. Non, mais Martin, c'est comme... Pour les gens qui sont à l'extérieur de ça, Claude, là, les fans le voient pas, ça. Oui, écoute, quelqu'un qui se met trop de pression sur ses épaules, là, à un moment donné, je ne crois pas que tu es capable de jouer de la bonne façon. Moi, tout d'abord, c'est qu'il faut que les gars aient du plaisir. Ce matin, ils sont arrivés à l'aréna, tout le monde sourit, tout le monde est heureux. Tu ne vois pas le stress. Puis, c'est pas un mauvais signe, c'est au contraire. Je pense que les joueurs reconnaissent l'ampleur du match, puisque ça va nous donner en bout de ligne, là. Alors, c'est important pour eux de bien se préparer. Puis, j'ai confiance en notre équipe. On grandit de la bonne façon. On s'améliore depuis le début de la saison. C'est une autre opportunité, je le dis souvent, mais c'est tous des tests présentement qu'on fait face qui nous donnent l'opportunité de devenir encore meilleurs. Puis, je suis content d'avoir cette opportunité-là. Pour avoir choisi des lauriers, tu avais quand même plusieurs choix pour avoir choisi pour remplacer Byron. Un gros bonhomme. On joue une grosse équipe ce soir qui peut être physique. Alors, c'est notre choix. Andrew Shaw est candidat au trophée Bill Masterton. Qu'est-ce qu'il apporte à ton équipe? Bien, il apporte beaucoup. Hein. Tout ce qui est passé au travers, puis l'an passé, c'est la tête, le genou, tout dans une séquence. Puis, encore là, en début de saison, n'était pas censé être prêt. A manqué tout le camp d'entraînement, il est arrivé, puis il a travaillé vraiment fort, puis il a un bon début. C'est que, son courage, on sait ce qu'il fait, la façon qu'il joue.
toutes ces choses-là. Alors, tu sais, c'est un gars disons, qui apporte beaucoup à l'équipe. Quand tu le regardes là, jouer des joueurs comme lui, il n'en reste plus beaucoup. Alors, tu es toujours content de l'avoir de ton côté. Est-ce que vous avez d'autres nouvelles de Byron dans les derniers jours? Seulement qu'il va bien. Okay. Il va bien. C'est que des bonnes nouvelles. Il va bien. Il allait beaucoup mieux hier, puis il va mieux aujourd'hui. C'est qu'on y va au jour le jour. Là. Merci, Claude. Et merci. Non, sorry. Bon, j'ai le goût de l'écouter en anglais, mais on va revenir, d'un coup que ça répète les mêmes choses. Mais des fois, des choses intéressantes, là, je vais regarder. On va le voir sur Twitter. OK, on a pris la décision comme ça à chaud. Puis en plus, on le voit là, sur la messagerie. Luc, je ne sais pas ce que ça dit sur Facebook, mais je sais que sur notre page, les gens sont contents qu'on soit allé. Puis il y a même des gens qui ont rajouté, c'est sûr, c'était Canadien Devils. Ouais. Peut-être qu'on aurait moins d'intérêt s'il n'y a pas de nouvelles autour du Canadien, parce que c'est le même alignement. On aurait peut-être moins d'intérêt, mais là, dans les circonstances présentes. Même chose sur Facebook, Martin. La réaction est très bonne. C'est pas un point de presse de 15 minutes, on s'entend aussi. Là. Non, il y a ça aussi. Quand c'est des points de presse d'avant-match, c'est plus court. C'est plus court. Et disons que le match... à l'étranger, Claude les fait français, après ça anglais. Exact. Fait que c'est sûr que ça raccourcit de quand on les fait en bilingue. En bilingue. En bilingue. Dans les deux langues. Oui. On the spot. Fait que, tout ça pour dire que Claude Julien, un peu comme votre serviteur vous le disait hier, là, en raison de la grosse équipe physique des Blue Jackets de Columbus, c'est la raison pourquoi il a Nicolas Deslauriers n'a pas plus développé que ça. C'était mon choix d'hier et peut-être qu'il sera utilisé un peu comme Marc Denis le disait tantôt. Là, ça se peut qu'il n'y ait pas juste du pairing, excusez-moi le terme, de trio, mais qu'on soupoudre de Deslauriers à des endroits au lieu de le mettre sur un trio régulier, ça serait intéressant à voir. Puis, dans le cas d'Andrew Shaw, c'est drôle parce que quand ça arrive, un point de presse comme ça, où on parle de tous les sujets que je viens de faire avec Marc Denis, bien, ça montre qu'on était dans le coup. Ah, t'as raison. Fait qu'Andrew Shaw, là, on en a parlé tantôt avec Marc, il y a même beaucoup d'impondérables, de choses qu'on ne voit pas. Je vais toujours me souvenir du commentaire de Max Domi qui disait, avec stupéfaction, de dire, vous n'avez aucune idée de tout ce qui l'amène à l'extérieur de la patinoire. Donc, il dit que l'équipe est prête à jouer des gros matchs. Ils veulent le démontrer qu'ils sont capables de jouer des gros matchs. Puis que personne ne peut jouer vraiment avec une pression énorme sur les épaules. Écoute, Martin, on a posé la question en début d'émission. C'est simple. Là. C'est quoi votre prédiction pour ce soir? Puis je vais lire beaucoup de réponses qu'on a reçues sur Facebook et sur RDS.ca. De toute façon, ça va donner d'autres discussions à venir. Je vais aussi, ajouter là. quelque chose à la question. Là. Oui, comment ça va se finir ce match-là, mais pourquoi, comment? Parce que si moi je faisais un show puis je répondais à la question puis je vous dis 3-2, merci beaucoup, on ferme, on s'en va. Oui, mais... Donnez-nous la raison. Tu sais, comme avec Marc, il faut que le Canadien, je pense, sorte au niveau patin à étourdir l'adversaire, comme ils l'ont fait comme les Panthers. C'est quoi le match? J'ai donc bien de misère à me souvenir de ce qui s'est passé dans le passé. Où le Canadien avait patiné outrageusement, là, que c'était à une vitesse effrénée. Je sais que les Jackets vont essayer de l'amener le long des bandes. Je sais que les Jackets vont essayer de les frapper. Mais à chaque fois que tu as un Will Thompson et Deslauriers qui embarquent sa glace, moi, c'est ce que je ferais. Ouais. Marc a parlé de Lekonen. Là, je jouerais le vieux style de amène-la dans le fond, puis 2-3 mises en échec, venez-vous-en, on recommence. Juste pour donner du ton. Puis, tu sais, c'est de la vitesse. On se fait chipper, bang, bang, bang. La vitesse. C'est ce que j'essaierais de mettre sur la patinoire dès le début du match. Ben, écoute, je te lis des réponses. Martin et Jacques sur Facebook, il dit le Canadien va jouer son meilleur match de l'année avec son jeu de transition hyper rapide qui va faire reculer la défensive et Bobrovski va faiblir. Victoire du Canadien 4-3. D'ailleurs, Bobrovski, j'ai des statistiques à vous donner. Là. Les Blue Jackets, en fait, ont remporté leurs 2 derniers matchs par jeu blanc. 5-0 à Vancouver, 4-0 face aux Islanders. Avant ça, même, je pense que c'était Korpisalo qui avait joué. Non, mais je parle des Blue Jackets. Là. Oui, okay? Mais c'est ça, je te dis, les 2 derniers blancs, c'est Bob. C'est Bobrovski, oui. Avant ça, je pense que c'est le match de Korpisalo. Tu as raison. Donc, Bobrovski, 7e, 8e jeu blanc de la saison dans ces 2 victoires. Wow. C'est quand même impressionnant. Depuis le 1er février, sa fiche est de 14 victoires, 7 défaites, moyenne de but alloué de 1,98, pourcentage d'arrêt de 930. C'est quand même un duel intéressant. Price a d'excellentes statistiques aussi. Mais bref, il n'y a pas d'accordé de but. Bobrovski a ses 159 dernières minutes. On parlait de premier but important. Là. Ça, c'est une affaire de stats qu'on reçoit là, à l'interne à RDS. Oui, peut-être. Est-ce que la stat existe quelque part de la fiche du Bob
contre le Canadien. De mémoire, j'ai l'impression qu'il n'est pas si Ça se peut. successful. Quand j'aurai 2 petites secondes, j'irai faire des petites Ça doit recherches. Puis exister, de toute façon, notre communauté va peut-être oui, nous dire c'est même ça. avant que tu le trouves. C'est ce que je m'en allais dire. Anatole Saint-Onge sur Facebook, va falloir frapper très tôt, bûcher dans les coins en zone défensive, ne pas les laisser manœuvrer à leur aise et souhaite une victoire du Canadien. Loïc sur Facebook, Columbus va dominer en première période si le Canadien ne prend pas de mauvaise pénalité et que l'avantage numérique fonctionne légèrement. Allô, Gaston? Gaston! Victoire de 3-1 des Canadiens. J'aime ça, vous apporter J'allais des dire, points. si le Canadien ne prend pas trop de pénalités, et espérons que les Jackets n'en prennent pas. Il y a quelqu'un qui écrivait hier pendant le show en disant on devrait avoir le droit, comme au football, de prendre le flag et je la refuse. Ben, ça n'arrivera pas. Je refuse la pénalité. Steven Boulay sur Facebook, Canadien va gagner 2-1. Price va aller chercher ces 2 points-là. Il est dû pour en voler une. Je ne sais pas si tu es d'accord avec parce que voler une, ça veut dire. Ça voudrait dire que tu n'as pas été super bon performance, récemment. Ou aussi, ça veut dire Non, une c'est pas performance ça que ça veut quarantaine, dire. Ça veut dire qu'elle n'a pas volé. une quarantaine d'arrêts. Puis le Ouais. Canadien avec des problèmes à l'attaque. Mais c'est la prédiction ou le souhait. Sur RDS.ca. Je suis chez les Blue Jackets. Là. Je dis à Josh Anderson. D'attaquer le filet. Je dis, Attaque le filet. va faire de la neige. C'est ça. Attaque Boone le filet. Jenner. Va faire de la neige. Non, va faire de la neige. J'adore ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, très bien. Non, mais attaquer le filet. Ouais. Attaquer le filet. Va sentir la laine de Carey Price. T'sais. Puis je veux que mon joueur aille là puis il fasse. Ah, c'est Carey Price fasse. Voyons, qu'est-ce que tu fais là sans dessin? Puis qu'il revient au banc, puis il regarde John Tortorella, puis il fait. C'est C'est ça. bon, c'est Scott, c'est super. Non, mais c'est le même, ça se passe de le hockey. Arrête, tu sais comment ça marche. Moi, j'ai jamais fait ça. Arrête. Le coach arrive, il fait asseoir, papa, puis toi, Drouin, tu vas aller me sentir la laine du coach. Puis La là, laine du coach. C'est un peu la trop de laine du détails. goaler. Du goaler, oui. C'est un peu trop de détails, ça. Autre réflexion sur rds.ca. Le match de ce soir, les Blue Jackets me font peur depuis leur rencontre d'équipe. C'est vrai, il y avait une rencontre d'équipe, ils ont blanchi l'adversaire. On vient de le mentionner avec les statistiques. Ça prouve que les joueurs ont pris pour mission de faire les séries. Honnêtement, j'espère de leur côté que c'est leur mission parce qu'avec ce que Carolina a fait. Ouais, puis tu sais, quand ils sont arrivés, moi, j'avais trouvé ça d'un stupide consommé épouvantable de mettre Panarin avec Duchesne alors que Panarin avait connu du succès avec Dubois. Là, ce soir, vous allez voir Panarin et Dubois ensemble. Vous allez voir Dzingel et Duchesne. Ça aussi, c'était brillant là, de mettre Dzingel sur une 3 alors qu'il a joué avec Duchesne, qui se connaissent. C'est ça qu'il fallait faire. Donc, c'est Anderson, le gros Anderson, qui va jouer avec eux autres. Puis quand on dit gros, c'est pas Matamor, c'est pas Matt Martin, là, Josh Anderson. C'est un gars qui patine comme le vent. Oui, un bon lancer aussi. Oui, fait que Mandela à Carey Price, je me souviens qu'Anderson n'avait pas passé une Price. Ça me dit de quoi, ça? Oui. Il n'avait pas marqué 3 buts récemment, là, en tout cas. Fait que, puis il bouscule l'adversaire. Donc, tu sais, là, les trios sont intéressants. Ça fait penser un peu aux Islanders, tu sais, avec une 4e ligne. Tu sais, Foligno, Riley Nash, Dubinsky. On met Dubinsky qui est fatigant au centre, on le met à l'aile parce qu'on met Nash au centre. Fait que ça fait une 4 solide qui peut te déranger, comme celle des Islanders de New York. Puis Alexander Wennberg, qu'on voyait il n'y a pas si longtemps comme un centre top 2, qui est rendu centre de la 3e ligne, avec Boone Jenner, qui lui aussi a eu des moments comme premier centre avec les Blue Jackets de Columbus, qui est à l'aile. Fait qu'ils les ont, ces duos-là, d'ailier qui peut jouer au centre, qui peut prendre une mise en jeu, etc. Le Canadien va se faire bousculer rien que sur un temps. C'est un auditeur sur RDS.ca, Nguyen, qui rajoute que le Canadien a gagné les 2 matchs cette année contre les Blue Jackets. 4-1, 3-2. Thomas Tatar avait connu du succès. Je pense que Tatar et Armia avaient un match de 2 buts chacun. Le Canadien 4-1 et 3-2. Oui. Tatar avait marqué le but de la victoire à Montréal dans la victoire de 3-2. Et Tatar et Armia, 2 buts chacun, victoire de 4-1 à Columbus un petit peu plus tôt. Donc, on n'avait pas entendu le canon souvent. Je lis d'autres commentaires. Benoît sur Facebook, c'est une partie qui va en dire long sur le caractère, le talent de cette équipe. Si les joueurs ne se présentent pas pour cette partie, il y a un gros problème. C'est la saison qui se joue aujourd'hui. Ça, c'est pas vrai. Je suis convaincu que l'équipe va se présenter. Je vais te poser la question. Je vais prendre la balle au bon avec cette question-là, puis je vais te poser la question à toi. Qui a le plus à perdre ce soir? Est-ce que c'est le Canadien ou c'est les Blue Jackets? En raison de l'activité de Kekalainen à la date limite des transactions et le non-mouvement de personnel du côté des Canadiens, qui a le plus à perdre? D'un côté, c'est un peu Canadien parce que même une défaite en prolongation, c'est pas bon pour le Canadien. Par contre, d'un autre côté, j'ai envie de te dire les Blue Jackets parce que le Canadien se retrouvera à 4 points et les Jackets rentrent pour terminer leur 3-4 face à Nashville. À Nashville, ils jouent à 8 heures
Et le lendemain, c'est pas à 8 heures la game, c'est à 6 heures à Buffalo. Donc, leur troisième match contre la moins bonne équipe qui devrait l'emporter. Et c'est là qu'ils vont être le plus fatigués. Dans un deuxième match en moins de 24 heures. Moi, je trouve que c'est pas joué pour les Jackets. Tout ce que les Jackets ont pour se réconforter, après ça, c'est Boston. Puis ils terminent la saison avec un autre back-to-back avec Rangers New Jersey. Puis je pense que c'est juste là qu'ils peuvent faire respirer peut-être un peu. Mais les matchs sont à l'étranger, sont sur la route quand même. Les Rangers et les Devils voudront jouer les troubles fêtes. Mais jusqu'à là, jusqu'à mardi, là, les Jackets sont dans... Puis même s'ils jouent contre Buffalo, parce que Buffalo sera sur un 3-4. Fait que, les Jackets seront à leur troisième match quand ils vont affronter Buffalo. Donc, qui a le plus à perdre? Fait que c'est ça. En fait, tu t'es pas mouillé. Tu as fait ton Gaston toi-même. Moi, je vais dire les Jackets. On va demander à Alex Tanguay. Alex Tanguay, salut! Ça va, les gars? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Qui a le plus à perdre? C'est un auditeur qui nous a demandé ça, puis j'ai donné les raisons pourquoi il y avait le plus à perdre des deux bords. Puis là, je me suis dit, du côté des Blue Jackets, je ne sais pas si tu as entendu la réponse. J'expliquais qu'eux autres, c'est leur premier match de 3-4. Après ça, c'est à Nashville à 8 h. Puis le deuxième match qui est à 6 h le lendemain contre Buffalo. Ça ne sera pas de la tarte si Buffalo perdait le match de ce soir. Puis il faut qu'ils se faire leur back-to-back après. Non, c'est sûr. Écoute, j'ai hâte. Parce que ce soir, je pense qu'on va vraiment avoir beaucoup de plusieurs équipes. Non seulement les Hurricanes de la Caroline jouent un autre match contre les Capitals de Washington. On a vu ce que les Capitals ont été capables de faire. Est-ce qu'en Caroline, on va être capable de jouer différemment? Mais pour moi, le match qui retient mon attention, c'est sûr, les gars, c'est de voir les Blue Jackets et les Canadiens. Comment le Canadien va réagir sur la route? On sait que le calendrier du Canadien est extrêmement difficile à la fin de la saison. Mais des fois, ces équipes-là, comme Tampa Bay, comme les Bruins de Boston, comme les Maple Leafs de Toronto, qui, eux, probablement qu'à un certain moment donné, leur destinée est pratiquement aboutie. Est-ce que le Canadien, lui, va être capable de nous démontrer cette intensité-là? Puis du côté des Blue Jackets, ce qu'on a vu les derniers matchs, ce qu'on a vu à Vancouver, sur la côte ouest, c'est vraiment, on est revenu au hockey de jeu physique, d'équipe comment je pourrais dire, une équipe qui joue avec des épaulettes pesantes. C'est comme un peu les Kings de Los Angeles qui ont fait pour gagner la Coupe Stanley 2 fois dans les années 2010. C'est avec leur jeu physique, c'est être pesant sur le long des bandes, c'est avec des gros bodies qui sont capables d'aller de l'avant. On voit ce qu'Anderson donne présentement. Ça va être compliqué pour toutes ces équipes-là, mais on voit le vrai caractère de ces équipes-là quand tu joues une contre l'autre. Ce soir, j'ai vraiment hâte de voir le match. Du côté du Canadien, un joueur que je vais garder mon œil dessus, ça a été le meilleur joueur dernièrement, c'est sans aucun doute Carey Price. J'ai hâte de voir sa performance ce soir. Écoute, comment tu vas voir mieux? Price, Bobrovski qui viennent dans la lignée 2 de suite. La défensive, on va le dire, douteuse du Canadien contre la jeune défensive des Jackets avec Werenski et Seth Jones. Une attaque pas semblable des deux côtés. Là, on est plus lourd en fin de troisième, quatrième ligne du côté des Jackets avec Boone Jenner, avec Dubinsky, avec Foligno, avec Riley Nash. Bref, c'est pas du tout deux équipes à l'attaque montées pareil. Et tantôt, je parlais avec Marc Denis, je dis autant les Canadiens, eux, il faut qu'ils sortent pour les patiner que les Jackets vont vouloir les frapper. Et là, Claude Julien rentre dès Laurier dans la formation, un peu pour les raisons que j'ai mentionnées hier, en disant c'est une équipe-là qui vont vouloir les frapper. Il faut que tu, à un moment donné, tu réussisses à donner quelques mises en échec pour frapper leurs défenseurs. Es-tu d'accord avec le choix de Claude Julien? Eh bien, je suis d'accord du fait que Paul Byron n'est pas là. On avait besoin de le remplacer. Puis pour moi, j'aime... Tu sais, des fois, il y a des joueurs pour certaines situations. Puis selon moi, c'est la bonne situation pour remporter Deslauriers parce que Deslauriers, il est gros, il est physique, il n'a pas peur d'aller dans le trafic. Du côté des Blue Jackets, faites-vous pas de cachette. Là, Boone Jenner, tu en as parlé. Anderson, tu en as parlé. Là, juste, ça va être le long des rampes. Ça va être gagner les batailles le long des rampes. Ça va être de rendre le match pesant pour les Canadiens parce qu'on sait qu'avec les Canadiens, leur vitesse principale, leur atout numéro 1, c'est vraiment la vitesse. Donc, pour moi, là, d'avoir Deslauriers, lui, est capable de matcher physiquement ces joueurs-là sur le long des rampes, pour moi, ça a été la bonne décision que Claude Julien a faite. Mais on va voir ce soir qu'est-ce que ça va être, parce que le Canadien, même si on emporte Deslauriers dans l'alignement, pour gagner nos matchs, on l'a vu, la recette de cette équipe-là depuis le début de la saison, c'est vraiment la rapidité d'exécution, c'est avec notre vitesse de forcer des revirements du côté de l'équipe adverse. Et ce soir, ça va être le cas. Même si on a Deslauriers dans l'alignement qui apporte un peu de pesanteur, de robustesse, tu as besoin d'avoir cette rapidité-là d'exécution du côté du Canadien pour avoir du succès.
Les gens qui sont sur Facebook, Alex Tanguay est avec nous à tous les jeudis et on vous en a donné un petit avant-goût. Vous voulez continuer l'entrevue avec Alex Tanguay? Suivez-nous sur le rds.ca, le site de sport le plus fréquenté au Québec. Première page en haut de la grosse image. Cliquez là-dessus pour venir nous entendre. On poursuit l'entrevue avec Alex Tanguay sur notre page sur RDS, bien sûr. Je veux rajouter, Martin, on a posé la question tantôt, puis Alex, tu es possiblement au courant. Là, on se demandait c'était quoi la fiche de Bobrovsky contre le Canadien de Montréal. Même chose pour Price là, contre les Blue Jackets. Merci à Mario et quelques-uns de nos éditeurs qui nous ont donné l'information. Puis je salue Pat Roy qui est en haut, qui m'a envoyé ça aussi. Là. En 16 matchs, Bobrovsky a 9 victoires, 6 défaites et une défaite en prolongation, moyenne de but alloué de 2,7 et un pourcentage d'arrêt de 9,34. 2,07? 0,7, excuse-moi. Ouais. OK, et 9,34 quand même. Ça, c'est fort. Puis Price, en 13 matchs, 9,31, 9,33 et 1,99. Très fort aussi. Ça va être un excellent duel de gardiens, puis vous venez juste d'en parler. Ça fait juste rajouter une couche sur ce qu'on disait ces deux gardiens. Tu as absolument raison. Vous avez absolument raison, les gars. Quand tu regardes la manière dont il joue présentement. C'est Bobrovsky, je l'ai parlé souvent, c'est le seul gardien présentement actif dans la Ligue nationale qui a plus de 1 trophée Vézina avec 2. C'est un joueur que avoir joué contre pendant longtemps, c'est probablement le gardien qui couvre le mieux le bas du filet, qui bouge le mieux de côté à côté. Il y a une flexibilité, une rapidité de transition extrêmement rapide. Du côté de Price, c'est le positionnement, c'est la confiance, c'est la grosseur. Puis présentement, on le voit, il y a des arrêts qui ont l'air faciles, mais qui sont vraiment des arrêts difficiles pour un gardien par rapport à sa confiance dans son positionnement. Carey Price est en pleine possession de ses moyens, Bobrovsky est en pleine possession de ses moyens. Les deux équipes vont sûrement essayer d'avoir beaucoup de trafic en avant de ces deux gardiens-là. Un shooter ou un joueur offensif comme toi, là, tu parles de Bobrovsky qui est dur à jouer contre. Là. Le fait qu'il est aussi wide, aussi large avec ses patins, puis que, comme tu dis, qu'il couvre si bien le bas du filet, ça vient de jouer dans la tête de dire il vient de m'enlever le 5-0, je vais aller ailleurs? Non, pas vraiment, parce que tu sais, il y a certains positionnements, puis il y a certaines choses que tu veux faire, dépendamment des gardiens. Tu sais, je regarde Henrik Lundqvist, par exemple, Martin, je vais donner un exemple. Admettons, j'étais à 2 contre 1, OK, puis j'ai eu la chance de jouer avec des bons gars qui étaient capables de faire des lancers sur réception comme Joe Sakic, comme Jarome Iginla, comme Steven Stamkos que j'ai côtoyé à Tampa Bay aussi. Mais quand j'étais avec Jarome Iginla, puis tu rentres en 2 contre 1 contre quelqu'un comme Bobrovsky, il croit tellement à ses patins qu'il va sortir beaucoup de son filet parce qu'il va essayer de te couper l'angle, puis il croit qu'avec sa vitesse de rapidité, il va être capable de transitionner s'il y a une passe qui est faite de l'autre côté. Donc, pour moi, les gardiens comme ça, tu as un certain visionnement quand tu arrives avant le match, tu penses, si j'arrive dans cette situation-là, pour moi, Bobrovsky, j'essaie de faire la place le plus rapidement possible en zone parce que plus il va sortir de son filet, plus il y a d'espace à couvrir pour aller de côté à côté. Un gardien comme Lundqvist, qui lui est très profond, bien souvent, je vais essayer de m'approcher beaucoup plus parce que lui, nécessairement, que le côté à côté, il n'a pas besoin de bouger beaucoup parce qu'il reste très profond dans son filet. Fait qu'à ce moment-là, je vais essayer de faire la place le plus proche possible de lui parce que à ce moment-là, ça va lui donner moins de temps de réaction. Il couvre peut-être moins de filet parce qu'il est plus profond. Fait qu'avec des gardiens, des fois, tu t'ajustes dans des situations spéciales comme ça. Mais je te dis que, tu sais, quand tu arrives dans l'enclave, tu as un temps limité, tu n'as pas beaucoup de temps de penser et tout ça. Tu essaies de voir... un contexte, de voir quel est le jeu, de quel côté le gardien bougeait pour savoir exactement où il s'en va, comment il s'en va et où il peut avoir de l'espace pour tirer. Puis ça, vraiment, chaque shooter le fait instant. C'est une intuition, tu penses à ça. C'est le temps de réaction tellement minime que c'est des fois des choses que tu as préparées à l'avance. Mais avec cette manière de penser-là, des fois, ça te donne un petit peu plus d'espace sur des gardiens comme ça qui sont vraiment spectaculaires. J'adore ça que tu me dises que tu sais, dans ton 2 contre 1, tu as un livre de jeu, il y a ça je peux faire, il y a ça je peux faire. Mais là, j'ai une question. Low pad, c'est-tu dans ton livre de jeu de dire j'ai pas d'angle, mettons, c'est pas 2 contre 1 parfait, j'ai pas d'angle, je vais l'envoyer low pad pour le retour au bord parce que de toute façon, ils sont tout de suite en papillon les gardiens de but aujourd'hui. Le low pad pour le retour facile de l'autre côté, ça existe-tu dans ton livre de jeu? Et écoute, ça arrive dépendamment du timing, dépendamment de la situation. Mais moi, je vais être bien honnête avec toi, puis tu sais, je l'ai fait souvent avec Jarome Iginla, Martin, c'est une des choses que je parlais, c'est quand tu t'en vas au filet,
OK? Puis moi, je n'étais pas capable d'avoir d'angle. Moi, j'ai toujours pensé que les gardiens essayent de jouer carré, vraiment square avec le lanceur. Donc, les rebounds, tu sais, ça prend vraiment quasiment une chance pour être capable d'avoir un retour qui va s'en aller directement sur ton joueur. Ouais. Moi, ce que j'ai fait souvent dans des situations comme ça, c'est que tu prends un peu plus d'espace, tu continues d'y aller, tu envoies une rondelle vite. À propos du joueur, je disais, là, même si tu ne la vois pas, c'est pas grave. Moi, je vais essayer de frapper tes pads. Moi, je vais essayer de frapper des patins. On va peut-être frapper les patins du défenseur. Je vais peut-être être capable de frapper ton bâton. Fait que moi, je faisais un lancer vers le gars qui dravait le filet plus que vers le gardien parce qu'à ce moment-là, le momentum de ces joueurs-là s'en va vers le filet. Pour moi, c'est un meilleur jeu que de faire une passe sur le gardien. Ah, j'aime ça. Donc, tu disais, vas-y, je vais te l'envoyer. OK, fait que des fois, on voit les gars qui font ces jeux-là puis on dit qu'il a manqué sa passe, ça. Ben non! C'est exprès. Ben oui, c'est absolument exprès parce que tout le momentum de ces joueurs-là s'en va vers le filet. Écoute, les chances qu'elle pogne un patin du défenseur, le défenseur, bien souvent dans cette situation-là, va essayer d'avoir un œil sur le joueur qui drive le filet. Donc, pas nécessairement, il va voir la passe s'en venir de l'autre côté. Fait que pour lui, il n'y a pas de temps de réaction là-dessus. Puis ton joueur qui s'en va au filet, ben s'il ne voit pas la passe, tu sais qu'il va être fort sur son bâton, tu sais que ses patins s'en vont vers la direction du filet. Des fois, pour moi, j'ai toujours pensé que tu étais plus chanceux de faire ça que d'envoyer une rondelle au filet où le gardien, lui, bien souvent, est capable de contrôler ses retours. J'adore ça. Les Hurricanes ont perdu le dernier match face puis on va revenir aux Canadiens tantôt, tu vas voir pourquoi. Mais je vais te parler ailleurs dans la Ligue nationale. Les Hurricanes ont perdu leur dernier match face aux Capitals de Washington. Ovechkin est rendu à 49 buts. Puis là, à un moment donné, il y a comme eu un wake-up call dans cette division-là parce que c'était les Islanders ou les Capitals. Puis là, les Penguins se sont invités au party. Ils sont présentement deuxième dans la division. Et je suis pas mal sûr qu'il n'y a personne qui veut finir 3 ou même 2 dans cette division-là. On se bat les 3 pour finir 1. Donc ce soir, ça ne sera pas facile pour les Hurricanes, d'autant plus qu'Ovechkin court après son 50e. Non, écoute, ça ne sera pas facile pour les Hurricanes de la Caroline qui, eux, depuis le début de la saison, se sont fait battre 3 fois par les Capitals de Washington. Les Capitals de Washington, on voit l'intensité qui a commencé à revenir dans cette équipe-là. On voit Ovechkin qui se prépare tranquillement pour les séries. Encore une saison spectaculaire avec 49 buts. Mais pour moi, les 2 joueurs les plus importants de cette équipe-là, c'est les 2 joueurs de centre. Parce qu'on l'a vu au cours des dernières années, puis on en avait parlé l'an passé, Martin, du fait que pour que les Capitals aient du succès dans les séries, probablement que cette équipe-là va avoir à battre les Penguins de Pittsburgh. Si les Penguins de Pittsburgh sont capables de revenir avec Evgeny Malkin en santé, ben Nicklas Backstrom et Evgeny Kuznetsov vont avoir besoin d'être aussi bons qu'ils l'ont été l'an passé pour au moins être capables de matcher le jeu de Sidney Crosby, Evgeny Malkin. J'ai vraiment hâte de voir ce soir comment ces joueurs-là vont continuer. Parce qu'au cours de la saison, en début de saison, le premier 5-6 matchs, vraiment, je pensais que Evgeny Kuznetsov avait ce qu'il nous avait donné dans les séries éliminatoires l'an passé, qu'il allait être capable de vraiment lever son jeu d'un cran puis devenir un des 5, 6, 7 meilleurs marqueurs dans la Ligue nationale. Il ne donne pas ça présentement, 68 points en 71 matchs. C'est pas mauvais, mais je pense que Evgeny Kuznetsov puis Backstrom, s'ils donnent du bon hockey aux Capitals de Washington, les Capitals ont une très bonne chance d'aller très profondément dans les séries éliminatoires. Je vais sauter là-dessus tout de suite, Alex. Je suis un fan de Kuznetsov. Comme tu l'as dit, on en avait parlé que c'est Kuznetsov qui était le meilleur centre des 2 avec Backstrom. Puis quand tu as Backstrom comme deuxième joueur de centre, tu es en voiture. Le cas de Kuznetsov, puis j'allais te demander, as-tu trouvé qu'il avait retrouvé sa game récemment? Parce que depuis qu'il est revenu de sa blessure, tu le sais, des fois, tu manques longtemps à raison d'une blessure, puis tu reviens, puis elle n'est pas complètement rétablie, puis tout le monde a continué de s'améliorer, puis toi, tu es arrêté depuis un mois. Kuznetsov n'était pas le même à son retour de sa blessure. Je ne sais pas si ça commence à se replacer, mais il n'était pas le même à retour de sa blessure. Ben, c'est l'affaire qui m'inquiète le plus du côté des Capitals de Washington parce que tu l'as dit. Pour moi, l'an passé, il n'y a pas de doute. Oui, on avait un petit peu de favoritisme quand on a donné, je crois, Alex Ovechkin avec toute l'émotion puis toute l'intensité qu'il a montré l'an passé dans les séries éliminatoires. Mais pour moi, il n'y a pas de doute que le joueur qui a eu le plus d'impact sur les Capitals de Washington a gagné la Coupe Stanley l'an passé, ça a été Evgeny Kuznetsov. On voit ce qu'il a été capable de faire, non seulement de jouer contre la première unité de l'autre côté, mais Sidney Crosby avait des séries absolument extraordinaires, puis Evgeny Kuznetsov était de l'autre côté en deuxième ronde, puis était capable de produire point pour point, de jouer contre Crosby. Donc, pour moi, c'est le joueur le plus important. Depuis que saison, il nous a donné du jeu spectaculaire, au point, au moins, même moi, je pensais qu'on parlait d'un joueur qui était peut-être aspirant à gagner
le meilleur pointeur de la Ligue nationale parce que tu vois le talent, tu vois son patin, tu vois comment il est capable de glisser sur la patinoire, puis il glisse avec les pieds larges. Donc, il est toujours en équilibre. Il est capable d'extensionner le jeu parce qu'il y a une très grande portée et il l'utilise très bien. Mais pour moi, j'ai vraiment hâte de voir Martin dans les prochains jours, son intensité. S'il est remis à 100% de sa blessure, parce que des fois, on ne sait pas, de ces joueurs, à ce temps-ci de la saison, quel est leur degré de douleur, parce que tous les joueurs ont une petite douleur ici et là. Est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il est en santé? Si oui, de voir comment il va patiner va vraiment démontrer où il va jouer dans les séries et comment il va jouer. Ça, c'est une question que si je suis un fan des Capitals de Washington, je veux voir ce joueur-là en santé parce qu'on en a besoin à 100% pour gagner dans les séries. Oui, puis, tu sais, moi, avant de me faire un jugement de Kuznetsov, je vais même attendre jusqu'à le début de la saison prochaine, après un été de repos. Puis, tu sais, l'exemple que je vais prendre, Alex, c'est toi, quand tu nous as raconté que tu étais rentré en série blessé. Tu sais, c'était pas un bobo, là. Tu étais blessé, tu étais diminué par les blessures. Fait que, tu sais, des fois, il faut se donner 6 mois, 1 an pour voir le joueur s'il n'était pas incommodé, tu sais. Ah, absolument. Écoute, il y a tellement de choses, des fois, qu'on ne sait pas dans les séries éliminatoires. Puis, tu sais, en tant que fan, tu payes, tu regardes, tu apprécies le match, puis tu te poses des questions. Tu sais, on va peut-être voir jouer... on parle de Kuznetsov. Ouais. Admettons que Kuznetsov arrive dans les séries éliminatoires, puis je ne sais pas, il y a un genou, qu'il y a un ligament qui fait pas son affaire, puis qui répond pas. Mais tu as absolument raison. Peut-être que lui, subconsciemment, quand il vient pour tourner, il prend un petit peu plus de temps. Quand il vient pour décoller, ça décolle un petit peu moins vite. Pas capable de s'entraîner, moins de récupération. Il fait plein de différentes choses qui font en sorte que mentalement, il n'est pas capable de se concentrer de la même manière. Fait que des fois, on est porté à aller voir puis à donner un jugement par rapport à ce que le joueur nous donne là, mais de savoir des fois son état de santé nous donne la chance d'en connaître beaucoup plus. Et des fois, c'est pas seulement l'état de santé aussi. Des fois, c'est en dehors de la glace, Martin, qu'il y a des choses qui se passent, que le joueur n'est pas là mentalement. Tout ça, des fois, c'est aussi important que le reste. Tu as raison. Les histoires de famille, etc. Mais là, tu vas nous confier ça, là, toi, que des fois, tu as été critiqué, tu étais blessé. Comment, mettons, là, les fans te critiquent ou les journalistes te critiquaient, puis là, toi, tu savais, mettons, que tu avais le genou fini, puis tu jouais pareil malgré tout. Comment ça t'a passé par l'esprit, combien de fois, de faire « Hey, si je pouvais vous appeler tout un par un et vous le dire, là, vous le direz en pleine face, là, je suis magané. » Oui, bien écoute, c'est sûr que c'est des situations qui sont pas faciles à vivre. Puis pour moi, chaque joueur l'a vécu, je l'ai vécu avec le Canadien. Ça m'est arrivé 3 fois en séries éliminatoires, Martin, d'arriver dans la série, puis vraiment pas être en santé. Au Colorado, en 2000 peut-être 4, 2005, juste avant 2003, 2004, avant le lockout. Quand je me suis blessé, j'ai manqué les 13 derniers matchs de la saison régulière. J'étais égal avec Martin Saint-Louis pour le premier compteur de la Ligue nationale. L'année que Martin Saint-Louis a gagné. Puis ça, pour moi, c'est une fierté parce que veux pas, tu sais, t'es un jeune joueur, tu apprends dans la Ligue nationale, puis tu deviens un bon marqueur. Puis, tu sais, je suis en avant des joueurs dans mon équipe. Juste d'être en avant des joueurs dans mon équipe, ça faisait bien mon affaire parce que, tu sais, j'avais Sakic qui était là, j'avais Hejduk qui était là, j'avais des bons joueurs. Fait que d'être, tu sais, des premiers marqueurs. Puis là, je manque les 13 derniers matchs. Et puis, cette année-là, tu sais, veux pas, c'est frustrant. Tu finis dans le top 10 des marqueurs. J'avais fini, je crois, 10e, si je ne me trompe pas, avec 79 points en 69 matchs. Et puis, je suis arrivé dans les séries éliminatoires, Martin, puis je ne te ferai pas de cachette. C'est comme si je recommençais mon début de camp d'entraînement. Mon genou n'était pas correct. J'avais un ligament, le MCL, qui était étiré en dedans. Je jouais avec une brace que j'avais jamais joué dans la saison régulière. Que j'avais jamais essayé auparavant. J'avais encore des craintes que quand je tournais d'un côté, que ça coinçait. Des fois, ça me faisait mal. Écoute, j'ai joué ces séries-là. C'est comme si j'avais joué comme un débutant. Puis c'était frustrant parce que je savais que j'étais ce joueur-là. Je savais que j'étais capable d'en donner beaucoup plus. Mais physiquement, le fait que j'avais été 4-5 semaines sans être capable de m'entraîner, sans être capable de faire beaucoup de vélo, d'être prêt physiquement, ben ça m'a comme frustré d'une manière. Puis du côté des fans, ben on se pose des questions parce que tu dois jouer. Pourquoi qu'il joue comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas capable de performer dans les séries? Non, c'était arrivé avant que j'avais été capable de performer dans les séries. C'était vraiment que physiquement, c'était frustrant. Et puis ça, tu sais, le hockey, c'est pas qu'est-ce que tu fais pour moi, qu'est-ce que tu as fait pour moi il y a un an, c'est qu'est-ce que tu fais pour moi présentement. Puis des fois, ben c'est ça qu'on voit pour les joueurs.
C'est ça. Puis, tu sais, j'ai pas joué dans une nationale de hockey, mais tu sais, une blessure à un genou, comme tu dis, tu as une orthèse. Puis là, le docteur dit, tu peux pas l'endommager. Puis là, toi, tu sens un pincement. Puis là, tu t'en retournes voir le médecin. Il fait, non, c'est normal. Tu sais, juste le pincement que tu peux des fois avoir dans ton genou, alors qu'on te dit qu'il n'est pas 100%, mais avec le brace, avec l'orthèse, tu te feras pas mal. Puis là, tu as ce pincement-là quand tu joues. Les gens, il faut que tu le vives pour le comprendre. Puis tu sais, le meilleur exemple de ça, là, je vais te donner un exemple. On voit Pasternak qui est revenu au jeu dernièrement pour les Bruins de Boston, Martin. Ouais. Et puis Pasternak, je suis allé le voir la fin de semaine passée live. Puis tu sais, moi, c'est un joueur que je trouve tellement spectaculaire parce qu'il y a des mains. Puis tu sais, sa grande portée fait en sorte qu'il déjoue tellement les gars facilement parce qu'il est capable d'extensionner ses mains, les rapprocher l'une de l'autre, puis de jouer avec son hockey très loin de lui. Puis ça, pour moi, c'est fascinant. Puis David Pasternak, ben, il a été blessé au pouce. Puis blessé au pouce, ben, tu es capable de t'entraîner, tu es capable de patiner, tu es capable de garder ton conditionnement, ce qui fait en sorte que tu as ton rythme, ne veux pas quand tu reviens au jeu. Mais je l'ai regardé jouer, puis il était capable de patiner. Puis juste de voir son timing, parce qu'il n'avait pas été capable d'avoir son bâton avec son pouce pendant plusieurs semaines. Il a manqué des jeux, il a manqué des passes, il a fait des jeux que un gars qui a des mains comme ça, jamais ça arrive. Mais pour lui, il va avoir quelques semaines, elle va être capable de retrouver sa rapidité d'exécution, son exécution avec ses mains et tout ça. Et puis de lui avoir ces matchs-là avant les séries éliminatoires, ça va revenir. Puis on a vu ce qu'il a fait au dernier match, 2 buts 2 passes, si je ne me trompe pas. Donc, pour moi, Pasternak, c'est d'avoir ce temps-là pour un joueur qui était capable de s'entraîner. Il va être en bonne condition physique, il a des jambes. Puis pour moi, là, c'est vraiment la clé des Bruins de Boston, ces joueurs-là. Parce que c'est lui, le X-Factor, c'est lui qui est capable de mettre la rondelle puis de changer l'identité d'un match avec une fois qu'il touche la rondelle. C'est tellement intéressant. Merci, Alex, pour cette tranche de vie-là. Les gens sur notre messagerie apprécient et adorent. Puis je vais même en profiter pour répondre à la question d'un auditeur. Je pense que c'est Sylvain qui dit les gars, Panarin ou Kuznetsov, je vais répondre en premier. Je vais dire c'est même pas proche. C'est Kuznetsov. Puis en plus, il joue au centre. Alex, es-tu d'accord? Il n'y a aucune hésitation, moi aussi, Martin. Evgeny Kuznetsov est un joueur qui change. Non seulement. Panarin est capable de t'apporter beaucoup parce qu'il est capable de produire des points et tout ça, mais un centre qui contrôle le match comme Kuznetsov, il n'y a pas de prix là-dessus. Sans aucune hésitation, ce serait le joueur que je prendrais pas. D'ailleurs, j'ai hâte de voir Panarin à soir. Tu sais, en série, ça n'a pas été super pour lui en carrière. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner sous pression dans un match important contre ce soir. Là, ça, c'est une affaire qui m'intéresse de voir du côté des Jackets. Oui, et puis tu as raison, Martin. J'ai hâte de voir. L'an passé, il avait joué des excellents. Les 3 premiers matchs de la série avaient été excellents. Puis après ça, on avait été capable, avec les joueurs de centre, de contrôler plus la rondelle. Puis des fois, Artemi Panarin n'est pas le plus gros joueur. Des fois, défensivement, il n'est pas impliqué. Tu as besoin d'avoir la rondelle. Des joueurs comme ça l'a besoin. Puis c'est pour ça l'importance souvent d'un joueur de centre. Parce que tu regardes Sidney Crosby, tu regardes Evgeny Kuznetsov, tu regardes Backstrom, tu regardes Jonathan Toews. Ces joueurs-là sont tellement impliqués dans les deux côtés de la patinoire défensivement qu'ils sont capables de s'apporter eux-mêmes par rapport à leur travail, par rapport à leur positionnement, par rapport à où ils sont situés dans la zone défensive. Ils sont capables de s'emporter plus à toucher la rondelle plus souvent. Si ça ne veut pas un gars de talent, quand il touche la rondelle, il se sent bien, il se sent en confiance, il sent qu'il est capable d'apporter de l'attaque après ça. Et puis pour moi, Panarin, son intensité défensivement, comment aussi, que ce soit avec Dubois ou avec Duchesne, comment il va faire pour toucher la rondelle souvent, ça, c'est ce que j'ai vraiment hâte de voir. Deux, trois petites questions avant qu'on se laisse. Puis il y a également des questions des auditeurs. Alex Cooper qui dit qu'il va continuer à jouer ses meilleurs, entre autres Vasilevski. Je pense, même toi qui nous l'as dit, là, la switch, elle se met pas à on par off comme on veut. Es-tu d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord avec ça. Tu veux pas laisser des failles aller dans ton jeu. Puis depuis le début de la saison, pour le Lightning de Tampa Bay, ça a été ça. Ça a été une préparation pour les séries éliminatoires. Parce que veut pas, l'intensité de cette équipe-là, d'être désespérés, ils ne le sont pas. Ils se positionnent, ils essaient oui, peut-être d'aller dans le livre des records de la Ligue nationale par rapport à une saison exceptionnelle. Mais vraiment, le jeu de toutes ces équipes-là, on parle souvent des Red Wings de Détroit de 95-96. Mais Martin, je vais te poser une question. Moi, qui a gagné la Coupe Stanley en 95-96? Ça a été l'Avalanche du Colorado. Donc, le Lightning de Tampa Bay, c'est une préparation. Est-ce qu'ils aimeraient être dans le livre des records? Oui, ils veulent continuer. Mais depuis le jour 1, quand ils faisaient des erreurs, même en gagnant, ils essayaient de s'améliorer. Ça a été la philosophie de John Cooper. Ça a été la philosophie de plusieurs des joueurs. Je pense que même tu as eu Yanni Gourde un peu cet hiver qui t'a mentionné la même chose qu'eux.
focusaient sur l'amélioration de leur jeu à eux-mêmes. Donc, pour moi, le Lightning de Tampa Bay, c'est vraiment une continuation. On veut se préparer pour les séries éliminatoires. Et puis de jouer de cette manière-là, ben, c'est ce qu'ils pensent va leur apporter du succès dans les séries. Vas-y, Luc. Ben, vous avez parlé, puis là, je change de sujet vraiment. Là, vous avez parlé de Hurricanes tantôt. Les auditeurs nous mentionnaient qu'il ne faut pas oublier les Hurricanes contre Washington. Vous en avez parlé. Fait que c'est pas fait encore. Puis je veux vous mentionner aussi que Justin Williams, via Twitter tantôt, a affirmé que si les Hurricanes l'emportaient ce soir, ce serait la dernière célébration de la saison. Donc, c'est fini les célébrations à Caroline, les gars. C'est quand même une situation particulière parce qu'on se posait la question s'il était pour continuer en série d'ici la fin de la saison. Il y a peut-être juste plus d'idées. Il y a peut-être ça. Alex. Il y a peut-être ça, plus d'idées, ou sinon de se concentrer vraiment sur la fin de la saison. Je ne sais pas, en tant que joueur, Alex, comment tu vois cette situation-là? Ben, écoute, ça a été une situation que, pour moi, ça a apporté de l'énergie dans le building depuis le début de la saison. Tu vois, au cours des dernières semaines, comment ça a emporté d'enthousiasme auprès des partisans. De ne pas le faire dans les séries éliminatoires. Écoute, les joueurs, vraiment, l'intensité est tellement là dans les séries éliminatoires que peu importe ce qu'ils vont faire après le match, je pense pas que ça va changer leur performance sur la patinoire. C'était le fun de les voir. Ouais. Ils ont décidé que ce serait le dernier ce soir, si possiblement ils gagnent contre les Capitals. Ben, tant mieux pour eux. Et puis, on se reverra l'an prochain parce que vraiment, pour Tom Dundon, on a essayé d'apporter un enthousiasme du côté des joueurs. Puis, je pense que Tom Dundon, le propriétaire, lui aussi, est impliqué un petit peu avec ce Storm Surge-là. Donc, est-ce que la continuation, c'est plate? Peut-être que certains des fans vont être déçus. Mais pour le frais de hockey, là, pour nous, là, ça change vraiment rien. Je pourrais te parler de toutes les courses aux séries, puis le show serait fini, puis on continuerait de jaser. Mais j'ai parlé avec Perron hier sur le show. Les Blues ne se battent pas pour rattraper les Prédateurs de Nashville. Eux autres sont partis derniers dans l'Ouest et ils visent rien moins que la première position de la centrale. Oui, écoute, on l'a vu il y a 2 ans avec les Blues de Saint-Louis. Qu'est-ce qu'un gardien peut faire? Quand Jake Allen s'était mis à aller dans le filet, puis de jouer de cette manière-là. On le savait en début de saison qu'il y avait une certaine profondeur. Alex Pietrangelo, l'an passé, aller jusqu'au mois de décembre, était probablement un candidat au Trophée Norris. Mais on a vu l'évolution de certains de leurs joueurs aussi. Edmondson qui joue mieux, Perenko qui joue mieux, Bouwmeester qui a retrouvé des jambes qu'on cherchait l'an passé, qui joue du très bon hockey. Vince Dunn est capable à défense aussi de donner des bonnes minutes à l'attaque, des bonnes transitions. On savait que le jeune Thomas allait venir à un moment donné puis à jouer dans cet alignement-là, jouer mieux. Mais j'aime ce que certains des vétérans ont fait. Tu parles de David qui a manqué beaucoup de temps. Il a été capable de solidifier cette équipe-là à l'attaque. On voit ce qu'O'Reilly a fait quand Tarasenko est en santé. Schwartz, qui avait une excellente saison l'an passé avant d'être blessé, commence ou a l'air en santé présentement. On l'a vu marquer au cours des dernières semaines. Donc, pour moi, c'est une équipe qui joue bien. Puis Craig Berube, il a apporté un sens de responsabilité sur cette équipe-là. Pas nécessairement de grands changements sur la manière dont il joue, mais il était capable de responsabiliser les gars de manière à être responsable défensivement, de manière à être responsable du fait que tu te dois de performer en tant qu'athlète professionnel soir après soir. C'est ce qu'on voit des Blues de Saint-Louis. On sait à chaque match qu'est-ce qu'on va donner, où ça vient, comment ça va être fait, et quoi dire d'autre de Jordan Binnington. Pour moi, les gars, je sais qu'on a parlé de Elias Pettersson beaucoup depuis le début de la saison, mais tu regardes les statistiques de Binnington, que ce soit au niveau des buts alloués, aux moyennes de pourcentage d'arrêt, avec les victoires et son taux de succès depuis le début de la saison, je me dois de croire que ça va être une course très, très serrée pour la recrue de l'année dans la Ligue nationale. Ben, juste parce que Pettersson n'est pas en série puis que lui, il est la raison pourquoi les Blues sont là. Moi, je le donne. Puis j'ai dit Pettersson tout le long. Tu te souviens-tu en avant, vous écrivez le nom de Pettersson dessus? Écoute, je vais y aller, moi, avec Binnington. Puis tu as parlé de ses statistiques, que ce soit pourcentage d'arrêt, victoire. Moi, c'est qu'est-ce qui m'impressionne. Je ne sais pas si tu as ces stats devant toi. Si tu les as, ferme tes yeux. Là. C'est ces défaites qui m'impressionnent. Est-ce que tu sais, Alex Tanguay, par cœur, combien de défaites a Binnington? Par cœur, non. Mais je te dirais que c'est probablement aux alentours de la doigt d'une main. Puis, regarde. C'est 4. J'ai eu le temps de me rendre là, Martin, le temps qu'on se parle, 4. C'est hallucinant, tabarnouche. 4 fois, il a perdu. Ouais. Non, puis spectaculaire qu'à 25 ans, un joueur qui a roulé sa bosse dans la Ligue américaine, qui a trouvé une manière de percer un alignement, qui a eu finalement cette chance-là d'être un joueur dans la Ligue nationale, parce qu'avant cette année, c'était un match
dans la Ligue nationale qui avait joué. Puis tu parles des statistiques, 1,8 de moyenne de buts alloués, 930 de pourcentage, et parmi les meneurs partout. Puis avec les victoires, puis la différence qu'il fait pour les Blues de Saint-Louis, je le sais qu'il a commencé un petit peu sur le tard, qu'il n'a pas été là à partir du mois de... il n'a pas été là au mois d'octobre, au mois de novembre. Mais pour moi, Jordan Binnington se doit d'être le joueur, la recrue qui a eu le plus d'impact. C'est sûr que c'est plate d'avoir peut-être un joueur de 25 ans qui va peut-être gagner la recrue de l'année. Mais là, les règlements sont là. La recrue de l'année, ça doit être la recrue la plus performante pour moi, ces joueurs-là. Il ne sera pas comme Makarov à l'époque à Calgary. C'est ça son nom, Makarov à Calgary? Sergei Makarov. Qui avait gagné ça, je pense, à 30 ans, mettons. Quelque chose comme ça. Puis un 30 ans russe, on ne sait pas si c'était vraiment C'est bon. Quelques commentaires des auditeurs. Ouais. Après ça, je t'apostrophe avec 2 questions sur le Canadien. OK. Max a remarqué ce matin que l'Avalanche est en série, puis il devrait, en tout cas, si les séries se commençaient maintenant, devrait affronter les Flames. C'est 2 de tes anciennes équipes, évidemment. Landeskog va peut-être revenir au jeu bientôt. Rantanen, on ne le sait pas trop. Il pose la question parce que c'est tes 2 équipes. Qui aurait le déçu? Parce que, justement, tu as évolué pour ces 2 formations-là. Écoute, c'est une bonne question parce que du côté de l'Avalanche, on avait un excellent début de saison. Et puis, que ce soit Varlamov ou Grubauer, on avait un gardien de but qui faisait un excellent travail en début de saison. On avait un premier trio. Pour moi, Nathan McKinnon est la force de cette équipe-là. Puis dernièrement, on a un excellent gardien, Grubauer, joue du hockey, qui te donne une chance de compétitionner à chaque match. Tyson Barrie qui a solidifié la défense parce qu'il joue vraiment, non seulement défensivement, mais est capable de transitionner extrêmement rapidement vers l'attaque. Et Nathan McKinnon est redevenu le joueur, la force qu'il avait été l'an passé quand il aurait dû gagner le trophée du joueur le plus utile l'an passé. Donc pour moi, je dirais pas que les Flames sont favoris de beaucoup. Les Flames, on a encore des questions devant le filet. On sait que Mike Smith probablement va être le gardien substitut à David Reddick. David Reddick, lui, n'a jamais joué dans les séries éliminatoires. Comment il va réagir à ça? On a une équipe que présentement on cherche. On voit Monahan hier qui était sur le 3e trio, donc on a fait des changements. Les Flames ont plus de profondeur. Les Flames ont une meilleure saison. Mais pour moi, des fois, les meilleurs joueurs dans les séries éliminatoires sont les joueurs qui te portent à gagner. On a vu ce que l'Avalanche a fait l'an passé quand ils se sont qualifiés contre les Prédateurs de Nashville, où ils ont eu une excellente série, ils auraient pu facilement battre les Prédateurs. Je dirais pas que je suis favori, peut-être les Flames un petit peu favoris, mais pas beaucoup. Moi, je prendrais les Flames. En plus, la défensive, tu as louangé l'Avalanche, mais la défensive des Flames, je la prends avant celle de l'Avalanche. Oui, tu as raison là-dessus. La défensive je dirais qu'elle est solidifiée par rapport à ce que le jeune Girard a amélioré son jeu, par rapport au fait que Tyson Barrie joue bien. On ne faut pas nier ce que Mark Giordano fait présentement. Le jeune Anderson du côté des Flames de Calgary, si vous ne l'avez pas joué, c'est quelqu'un qui est physique, qui est solide, qui a emporté beaucoup. On a Hamonic qui est un défenseur défensif. On a Brody qui est capable de bouger la rondelle. Mais est-ce que c'est vraiment un gros gap entre ces 2 équipes-là? Peut-être que les points l'indiquent parce que l'Avalanche a un milieu de saison qui a été extrêmement difficile. Est-ce qu'ils vont être capables de se qualifier? Ils ne sont pas qualifiés encore. Ils sont encore dans une course avec 5 matchs à faire avec le Wild puis les Coyotes de l'Arizona. Mais l'Avalanche en série, le meilleur joueur sur la patinoire, selon moi, dans ces 2 équipes-là, est Nathan McKinnon. Puis ça, il faut faire attention avec le meilleur joueur dans l'équipe. Tu as des chances de voir les 4 goalers dans la série. T'as des chances, ça, oui. OK, je voulais revenir sur le Canadien. On prend les commentaires. Puis je me les gardais à la fin parce que je ne veux pas passer non plus 1h30 là-dessus. Mais Paul Barron, Carcillo, aujourd'hui, a raconté que Barron devait répondre de ses actes. Moi, hier, j'ai dit ça fait 1997, peut-être 97, là, mais que c'est plus 2019, là, pantoute, que Barron devait répondre. Je suppose que tu en as sûrement parlé en long et en large à NHL Network. Là. Bien, écoute, c'est difficile parce que le hockey d'aujourd'hui n'est plus ça. Donc, pour moi, est-ce qu'il avait besoin de répondre de ses actions? Absolument pas. Le fait qu'il répond, ça montre qu'il y a un grand respect pour le match, puis de comprendre comment le jeu a été joué dans les années antérieures. Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin? Aujourd'hui, non. Il a payé ses actions par rapport au fait que la discipline maintenant dans la Ligue nationale est faite et exécutée très bien par un groupe avec George Peros, que ça a été Stéphane Quintal avant, que ça a été Brendan Shanahan. Ce groupe-là a fait en sorte d'être la police pour la Ligue nationale. Est-ce que Paul Byron avait besoin de se battre? Selon moi, non.
Est-ce qu'il a fait ça parce que Paul Byron, c'est quelqu'un qui respecte le hockey, il a de la classe, et puis quand Mackenzie Weegar est venu pour le voir, ben il est allé de l'avant. Je suis sûr que du côté des Canadiens, que ce soit Marc Bergevin ou Claude Julien, qu'on n'est pas si content de la décision qu'il a prise parce que Paul Byron, là, faites-en pas ce soir, le Canadien va. Je sais qu'on emporte Deslauriers qui emporte de la grosseur dans l'alignement. Mais Paul Byron est tellement utile aux Canadiens avec ce qu'il apporte, son éthique de travail, non seulement avec sa vitesse, mais ce qu'il apporte aussi en prolongation. Parce que ce soir, là, c'est un point crucial à avoir quand ça tombe 3 contre 3. Qui est le premier joueur que Claude Julien envoie sur la glace en prolongation? C'est toujours le numéro 41 parce qu'il est tellement vite, est capable de défendre, est capable de jouer de l'avant et cause beaucoup sur une situation de 3 contre 3. Tu as raison. Puis la dernière question, notre collègue Bertrand Raymond a écrit un texte sur le rds.ca en parlant de Jonathan Drouin et il a écrit, le titre, c'est « Un chandail qui est lourd à porter pour un Québécois ». Tu as joué à Montréal, tu l'as porté pendant 1 an. Est-ce que c'est un chandail qui est lourd à porter? Oui et non, parce que tu sais, c'est sûr que quand ça va bien, puis c'est le fun, tout le monde te flatte dans le dos, puis t'es bon. Quand ça va mal, tu sais, ces joueurs-là, là, faites-vous-en pas que Jonathan Drouin, il se met autant de pression sur lui-même que n'importe qui peut s'en mettre. Fait que c'est sûr que ce qui est plus difficile, c'est que tu en entends parler tout le temps. Tu sais, je pense à n'importe quelle situation, que ce soit pour moi avec l'Avalanche du Colorado, avec les Flames. Avec les Flames, tu sais, c'était pas la même chose qu'avec l'Avalanche, parce que quand tu sors de l'aréna au Canada, les stations de radio parlent de ça, les stations de télévision parlent de ça, tu vas à l'épicerie, tu te fais accoster par du monde qui savent, qui ont vu ça, qui ont lu ça. Donc, ce qui fait que c'est plus difficile, c'est vraiment ça. Parce qu'en frais d'athlète, faites-vous-en pas que chacun de ces athlètes-là a un niveau de compétition, veut performer, et puis c'est vraiment... On essaie de trouver des solutions. Ce qui est difficile, c'est de l'entendre à chaque jour. C'est probablement ça que Jonathan Drouin trouve vraiment. On va lui souhaiter de s'en sortir. On a déjà eu ces conversations-là, de qu'est-ce que tu lui dirais, etc. On espère juste qu'il finisse par s'en sortir parce que, je veux que les joueurs québécois restent ici et qu'ils aient le goût de venir ici. Fait qu'on espère qu'il va s'en sortir. Puis tu sais comment ça va se passer, hein? Il va marquer le but de la victoire dans le premier match des séries puis il va être un dieu. C'est ça. Il a besoin de... Admettons que le Canadien entre en séries éliminatoires puis Jonathan Drouin marque 5 buts en première ronde des séries, là, je peux vous dire que le dernier mois va être oublié. C'est clair. Alex Tanguay, c'est toujours le fun. On aurait pu parler de plein d'affaires. Je te souhaite une bonne dernière semaine puis j'ai hâte de te rejaser. Ça fait plaisir. Bye. Bye. C'était Alex Tanguay. Écoute, le temps fly parce que je sais qu'on l'a commencé à 20h30. Puis... Oh oui, non, c'est une excellente discussion. Encore une fois, on vous le répète pas assez souvent. Merci de vos interactions pendant ces entrevues. On prend souvent vos questions, on s'inspire souvent de vos commentaires pour réalimenter la discussion. Puis ça a encore été le cas aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ceux qui sont en direct. Puis ceux qui nous écoutent en balado-diffusion, ben, vous pouvez toujours poser vos questions d'avance là, à nos intervenants. On prend des notes, puis on va pouvoir les poser en ondes à ces intervenants-là qui sont excellents. Absolument, absolument. Bon, ben tout a été dit. Oui, je pense que oui. La table Canadien Blue Jackets ce soir, 19h, c'est sur RDS. Marc Denis vous l'a dit tantôt, l'émission de l'avant-match va arriver à 18h pour mettre la table et Marc sera là dès le début de l'émission, donc ne manquez pas ça. On s'attend à 1 million d'auditoires pour RDS aujourd'hui avec ce match qui est si important qu'on a hâte de voir deux équipes qui, je suis convaincu, ne nous décevront pas. Je ne suis pas sûr qu'il y en a une des deux qui va arriver pas préparée. D'après moi, ça va être à fond la caisse. Donc, ça va être un match excitant au possible. Oui, il y a les émissions régulières là, qui sont un petit peu devancées, tu viens de le mentionner. Mais juste une parenthèse comme ça, là, Denis Shapovalov joue sur les ondes de RDS2 à 15h aujourd'hui. J'ai écouté dans mon lit en me couchant au gel Yacine. Ouais, j'ai vu remporter la première manche. Je ne m'attendais pas à ce que la deuxième soit aussi serrée. Puis il a bien fait de faire ça pas serré parce que je me suis endormi sa deuxième manche. Mais quel spectacle. Nos Canadiens québécois, Félix Auger-Aliassime, j'ai-tu besoin de dire, 18 ans qui nous font vivre un trip écœurant. Et il est le plus jeune finaliste, demi-finaliste à Miami.
qui est un Master 1000. Et Shapovalov va tenter d'aller le rejoindre tantôt. C'est autour de 15h30. C'est 15h, là, je pense. Ouais. Autour de 15h, 15h30 qu'il sera sur le terrain sur RDS ou RDS2. C'est RDS2. RDS2, donc à ne pas manquer ce match-là. C'est le début du baseball majeur également. Oui. Hier, sur RDS, on avait un super show avec Alain, Marc et Alex Agostino sur les prédictions de la saison. Ça doit se retrouver d'ailleurs sur la zone vidéo de rds.ca. En fait, bravo Martin. Merci. Mais en fait, on l'a rendu disponible aussi en balado. Donc, vous avez l'audio de cette émission-là. Je vous invite à suivre tout au long de la saison cette balado compte complet avec Marc et Alain. Mais hier, c'était évidemment téléchargé tout ça, je veux une émission en prévision. Puis je pense que le premier match baseball majeur, c'est dimanche sur les ondes de RDS. Fantastique. Puis on Fantastique. Pas le match de ce soir. Toi, tu vas au théâtre ce soir? Je vais au théâtre. Un gros merci à Guillaume. Là, je vais dans le lit des Alouettes. À la mise en Un gros merci à Guillaume à la mise en onde. Merci à toi, Luc. Merci à vous autres. Vous êtes extraordinaires. On ne vous le dira jamais assez. Puis on se rejase demain, au lendemain de ce match incroyable entre les Canadiens et les Blue Jackets de Columbus. Bye-bye.